Bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain, coach holistique intuitive, cartomancienne passionnée, danseuse et chorégraphe, créatrice d'oracles et de la méthode de circulation corporelle. Ici, je m'adresse à toi, entrepreneur, artiste ou créateur, créatrice de projets atypiques, à la recherche d'un équilibre entre imagination et structure, en quête d'alignement personnel et professionnel pour donner vie à tes projets de cœur avec sens et impact. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, affronter le doute, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger et transformer mes intuitions en actions concrètes. Si toi aussi tu ressens le besoin de t'arrêter un instant, de te reconnecter à ton intuition, d'aligner tes projets avec qui tu es vraiment et de régénérer ton énergie pour avancer en confiance, alors ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. Je t'invite à profiter de cet espace, à te recentrer et à laisser émerger ce qui a besoin de s'exprimer en toi. Retrouvons-nous dans ce nouvel épisode du podcast Reconsidération pour un moment de réflexion, d'inspiration et d'exploration intérieure. En attendant, ouvre ton cœur, écoute ta petite voix et je te dis à très vite. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Reconsidération. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 habitudes que j'ai prises, voire reprises cet hiver et qui ont littéralement changé ma manière de vivre ces derniers mois, de créer et donc de développer aussi mes projets de cœur. Pourquoi je t'en parle ? C'est parce que pour moi, ces pratiques ne sont pas de simples routines, mais ce sont des vrais leviers pour nourrir ta créativité, réguler ton énergie et avancer avec plus de clarté dans tes initiatives et surtout en cette période d'hiver. Que tu sois entrepreneur, créateur, créatrice, artiste ou simplement quelqu'un qui ressent un appel profond à bâtir quelque chose d'aligné avec ton être authentique, avec tes valeurs profondes, cet épisode est conçu pour résonner avec toi et peut-être que ces habitudes, tu pourras t'en inspirer, voire peut-être t'en inventer d'autres en t'inspirant de ce que je vais te raconter ici. Reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin j'ai une ressource incroyable à te partager, donc j'ai envie de te parler pour t'aider à clarifier, à réaligner toutes tes actions et peut-être prendre de nouvelles habitudes et surtout pour t'aider à les garder et les maintenir si elles te font du bien pour donner un nouvel élan à tes projets de cœur. Plongeons dans ces 3 habitudes qui m'apportent tant de bien-être en ce moment, qui sont 1. Faire un peu chaque jour. La deuxième habitude, c'est le journaling. Et la 3e, c'est embrasser le vide, la vacuité. Je vais t'expliquer chacune de ces habitudes en détail, te raconter pourquoi je les ai adoptées ou réintégrées dernièrement, avec quelle intention et en quoi elles me sont bénéfiques pour mon bien-être personnel et pour mes projets de cœur entrepreneuriaux. Bien évidemment, tu auras compris avec moi, en général, qu'en réalité, il ne s'agit pas d'outils ou d'actions que je vais te partager à caler tel quel dans ton quotidien. Il s'agit surtout d'une posture à avoir, à aborder pour trouver les habitudes qui te font du bien. Et pour ça, je t'invite en écoutant ce podcast à te positionner plutôt par rapport à tes intentions actuelles, quels sont tes objectifs, à évaluer en te connectant à ton toi du futur aussi, en te connectant au travers de tous tes sens, à évaluer les bienfaits que ces bonnes habitudes, enfin je dis bonnes, parce qu'elles me font du bien dans ce sens-là, ces habitudes peuvent t'apporter dans ta vie. Clairement, même si nous pouvons tous et toutes baigner dans des effets de mode, et moi y compris, c'est pas ici le but de cet épisode que de te donner envie d'implémenter une nouvelle habitude parce que ce serait la solution en ce moment dont on parle le plus. Voilà, c'est vraiment pas mon but. Donc, parlons de la première habitude que j'ai réintégrée dans mon quotidien et il s'agit de faire un peu chaque jour. L'une des erreurs les plus fréquentes et notamment chez les entrepreneurs, les créateurs et créatrices sensibles et pourquoi pas atypiques, c'est de fonctionner en mode tout ou rien, avec ces énergies de frustration, d'impatience. Donc soit on est en pleine effervescence créative parce qu'on a plein d'idées, on met tout ça en œuvre sans trop réfléchir, on travaille d'arrache-pied et donc on peut parfois s'épuiser et tomber dans d'autres moments d'inaction totale. Donc ça fait un peu des hauts et des bas, une oscillation qui peut être épuisante à la longue et frustrante parce que il y a
un dialogue peut-être à recréer, à réharmoniser entre l'action, le yang, l'énergie de feu, la concrétisation et puis tout ce qui est inspiration, créativité, et peut-être que des fois le passage entre les deux est un peu complexe pour toi et peut te faire osciller au niveau de ton énergie vitale. Donc pour moi, cette habitude elle est essentielle pour y répondre, c'est faire un peu chaque jour. Pourquoi c'est puissant ? Ça te permet d'ancrer la constance sans tomber dans le perfectionnisme paralysant. En réalisant une petite action quotidienne, on évite le piège du tout ou rien, mais on se met en action, on pose un pas concret dans l'ici et maintenant, on maintient donc un rythme à la longue, à long terme, soutenable, donc pour tes projets, tes objectifs qui parfois peuvent prendre des années en fait à se construire. Ensuite, ça nourrit ton projet également au quotidien sans te surcharger. De petites actions régulières permettent d'avancer sans ressentir le poids d'une énorme tâche à accomplir, genre ce côté il faut que j'ai tout fini aujourd'hui quoi. Et enfin, ça peut te permettre de créer une dynamique positive et éviter le sentiment d'échec. Chaque petite victoire quotidienne renforce la confiance en toi et surtout la foi en ton projet, en tes objectifs à long terme et te motive à continuer pour le lendemain. Et du coup, tu te lèves tous les matins en te disant « Waouh, ça y est, je vais faire un pas de plus aujourd'hui. Hier, j'ai réussi à faire ça. » Ça te permet aussi de te connecter à l'énergie de la gratitude en fait chaque jour. Et je pense que c'est cette énergie-là dont on a besoin surtout pour manifester, pour co-créer avec l'univers. Bien sûr, tu pourrais au début, comme moi, avoir l'impression que les tâches s'amoncellent. Si tu réduis en quelque sorte, si tu as l'impression de réduire tes actions à une petite action par jour. Et au lieu de te rassurer, cette habitude pourrait, et de t'apporter de la sérénité, le fait d'en faire moins, mais bien, par jour pourrait te reconnecter à cette impression que tu n'en fais pas assez chaque jour, que tes objectifs n'avancent pas assez vite, etc., etc. Ça pourrait refaire surgir encore plus cet élément, cet état de frustration et d'impatience. Dans ce cas, d'une part, si tu es comme moi et qu'il te semble que plus tu ralentis, plus tu penses encore à plus de choses à faire, moi ce que je fais, c'est que je les note. Je reste focus sur ma petite action. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire ça, ce pas-là. Et si mon mental me dit oui mais il y a ça à faire, j'ai toujours un cahier à côté de moi et je note et je mets de côté. Comme si tu sortais littéralement ces idées, ces trucs là qui te passent dans la tête de ouais mais là t'es en train de faire ça, mais là il faudrait faire ci, ça, tu le notes et tu le sors de ta tête. Le but dans le fait de faire un peu chaque jour, c'est surtout de te connecter au plaisir, comme je disais, à la gratitude, à la belle vibration de cœur dans laquelle tu es, en travaillant et en créant. Et c'est de te connecter à ce côté « je suis en vacances même quand je travaille ». C'est surtout cette vibration qui sera la plus efficace à mon sens et au service de ton projet à long terme. Donc en ayant noté les trucs là qui te viennent en tête au fur et à mesure, tu verras que ça vient surtout rassurer ton mental. Tu dis à ton mental « oui, j'ai pris note, ok, on fera ça après, là je suis focus sur ça ». Tu le remets à sa place en fait, le mental, car ça peut être tellement ancré en toi, cette croyance ou ces peurs peut-être viscérales, qu'il faut travailler dur pour y arriver, que du coup ton mental n'aime pas trop le vide que tu es en train de créer en prenant cette habitude de faire un pas chaque jour, un petit peu chaque jour. Et donc ton mental il va vouloir remplir ce vide de nouveau, de plus d'activités, de plus de choses à faire sur ta to-do list, alors que toi tu as envie de te connecter au travers de cette habitude, si ça résonne pour toi, d'activités qui soient dans la contemplation, où tu es vraiment dans un état de repos et de régénération tout en te mettant en action. Donc si tu notes comme pour mettre de côté, vider un peu toutes ces pensées qui te viennent là, tu verras qu'à la longue, la moitié de ce que tu avais noté, comme te semblant urgent à ce moment-là quand c'est apparu, ne l'était pas vraiment. Et même il y a des actions dont tu te rendras compte qu'elles n'étaient absolument pas nécessaires ou que tu les as faites sans reprendre tes notes et tes to-do list, que tu les as faites peut-être autrement que ce que ton mental t'avait dicté à ce moment-là dans un état d'urgence. Ensuite, deuxième point, je t'invite à profiter de ce changement, s'il te paraît bon pour toi, d'aller visiter à l'intérieur de toi ce que ça cache, ces réactions du mental. Ça, c'est très important, parce que quand on pose une nouvelle habitude, il y a d'autres parties, comme je disais dans le podcast précédent, on est téléguidé à plus de 90% d'inconscient, et donc il y a toutes ces parts inconscientes qui remontent, et là, ça te permet de venir choper, en fait, les croyances limitantes, les conditionnements, les autoroutes, en fait, neuronales et habituelles que tu avais pu ancrer, et voilà, et de faire une petite action, de calmer un petit peu le rythme, ça te permet de récolter
limiter toutes ces peurs qui sont générées par le tout ou rien, par ces espaces de je veux tout accomplir dès aujourd'hui. Donc implémenter cette nouvelle habitude d'en faire moins par jour, mais mieux, en théorie, c'est super, mais si tu l'ancres dans ton quotidien, surtout ce qu'elle va remplacer comme espace de peur et de conditionnement, là, ça a encore plus de sens. Donc c'est pour ça que je te parle de cette habitude, c'est que ça va te permettre de voir quels sont les conditionnements, les limitations qui étaient ancrées en toi avant, et comment est-ce que cette habitude te permet de venir les rassurer, ces parties-là. Donc ça vient d'où la question que j'ai envie de nous poser là, c'est ça vient d'où ce tout ou rien? Donc le mode tout ou rien, je pense qu'on le reconnaît beaucoup, surtout quand on est indépendante, quand on a un projet de cœur où on a envie de créer quelque chose d'unique. Et c'est un public auquel je m'adresse aussi beaucoup. Ça peut être une problématique, ce côté tout ou rien, qui peut toucher pas mal les neuroatypies, tous les profils neuroatypiques, et qui ont tendance à canaliser quelque chose que tout le monde, en quelque sorte, ne voit pas forcément ou n'y prête pas attention. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette connexion en fait au désir de l'âme, à cette connexion à cette polarité yin qui capte vraiment dans le champ quantique tout un tas d'informations et d'idées. Même parfois, si ça t'arrive, ça m'était déjà arrivé ces derniers mois, tu peux même capter des idées et en quelque sorte des missions en fait d'autres personnes que toi-même tu n'as pas besoin en fait d'ancrer dans la matière et d'actionner. Pour venir soigner, guérir, apaiser ce côté tout ou rien, je pense que c'est important aussi de faire comprendre, d'élever en fait, l'élévation elle réside en ça aussi, d'éduquer ton âme à ce côté plus limité en fait du timing humain. Donc d'où vient ce mode tout ou rien? Ça peut venir du conditionnement et des schémas cognitifs. Dès l'enfance, nous sommes souvent conditionnés à penser en termes de réussite ou d'échec. À l'école, par exemple, on nous félicite pour un travail parfaitement accompli et on nous sanctionne pour des erreurs. Ce renforcement binaire, donc c'est tout ou rien, très bien ou pas assez ou pas bien, crée une tendance à croire que si quelque chose n'est pas fait parfaitement, alors il ne vaut rien. Par exemple, un entrepreneur créatif peut ressentir qu'un projet non finalisé à 100%, qu'il a bien revérifié dans tous ses détails, c'est un échec total alors qu'il a sorti. Je suis bien placée pour le savoir, là je viens de sortir un nouveau programme dont je vais te parler à la fin de l'épisode, et c'est pas absolument parfait comme je l'imaginais au départ, quand j'ai eu l'idée. Et là, depuis qu'il est sorti ce programme, là, depuis la semaine dernière, je travaille un petit peu là-dessus sur, en fait c'est fait et c'est super, et pourquoi est-ce que je reconnais pas aussi cette petite victoire? Voilà, donc c'est vraiment commencer à voir les choses comme une étape d'un processus évolutif. Voir que c'est un pas, que c'est pas le pas ultime vers ton but, ton objectif, mais que c'est un pas sur ton chemin. Le rôle du système nerveux et du stress peuvent jouer beaucoup également, à mon sens, par rapport à cette notion de tout ou rien, où tu as des espaces, des périodes peut-être où tu as plus de frustration, plus d'idéalisme, d'exigence vis-à-vis de toi. D'un point de vue neurobiologique, cette dynamique peut être amplifiée par le fonctionnement du système nerveux autonome, et ça, j'en parle beaucoup, notamment dans la mini-offre d'initiation à la méthode circulation corporelle. Tu as tout un PDF qui t'explique le système nerveux, si tu vas aller voir, c'est dans le lien en dessous en barre de description. Tu peux aller voir ça dans ma boutique. Donc lorsque nous sommes soumis à un stress important lié aux attentes, à la peur de l'échec ou au perfectionnisme, notre cerveau bascule souvent dans une réponse de survie. Le système limbique, et en particulier l'amygdale, prend le contrôle, déclenchant une réaction de lutte ou de fuite. Et ça se traduit par deux comportements. Hyperactivité excessive, donc lutte. Donc l'hyperactivité, ça peut être physiquement, tu te mets vraiment en action, mais ça peut être une hyperactivité mentale également. Et donc ça te pousse à travailler d'arrache-pied jusqu'à parfois épuisement. Le deuxième comportement que ça induit, ça peut être, et tu peux avoir les deux d'ailleurs, ça peut être la procrastination ou voire l'abandon. Et donc là, c'est plutôt la fuite. Donc tu vas te mettre à éviter complètement la tâche par peur de ne pas être à la hauteur. Et remettre toujours au lendemain et te dire oui mais il y a ci, ça, il faudrait que je fasse ça avant, et donc tu laisses toujours cette tâche de côté, tu la fais pas, tu t'y attaques pas. Par exemple, un artiste qui ressent une pression intense à livrer un travail parfait par rapport à une idée qu'il a eue
peut soit travailler sans relâche au point de se surmener et d'être dans ce cercle vicieux de se dire mais c'est pas exactement ce que j'avais imaginé, c'est pas parfait, il faut que je refasse, il faut que je peaufine, soit il peut aussi repousser indéfiniment la tâche en raison d'un blocage émotionnel. Et ça je connais bien aussi en tant qu'artiste, des fois on a tendance à attendre le dernier moment, la deadline s'il y en a une pour le projet, pour s'y mettre. Le troisième point dont je veux parler aussi, qui serait source peut-être de ces comportements de tout ou rien, c'est forcément le lien avec le perfectionnisme et la dopamine. Le perfectionnisme, souvent à l'origine du tout ou rien, c'est également lié au circuit de la récompense du cerveau, piloté donc par l'hormone de la dopamine. Une tâche perçue comme accomplie à la perfection génère un fort sentiment de satisfaction et de gratification. Mais si cette satisfaction est conditionnée à une performance idéalisée, alors toute action perçue comme insuffisante ne déclenche pas, c'est bloqué en fait, ne déclenche pas cette libération de dopamine dans ton corps, ce qui pousse à l'abandon, à l'impression que tu ne te récompenses pas même toi physiquement, au niveau hormonal, pour ce que tu as fait. Et donc, par exemple, un entrepreneur qui vise un lancement de produit parfait peut repousser indéfiniment la mise en ligne, le lancement en fait de son programme ou de son produit, parce qu'il ressent pas encore la récompense anticipée dans son corps, tant que chaque détail n'est pas optimisé. Donc il va rajouter des challenges et des challenges et des challenges dans des challenges en mode fractal avant d'oser lancer son produit. Et souvent aussi, une fois que c'est lancé, il peut encore vivre cette frustration parce que, je sais pas, peut-être que vu qu'il sait pas lui-même, il a même pas déclenché ce processus de récompense intérieure, il n'attire pas à lui, entre guillemets, la récompense, la reconnaissance de tout son travail, le fait d'attirer en fait les bonnes personnes par rapport à son produit. Et du coup, ça lui renvoie en fait effectivement à cette croyance que ce qu'il a créé comme produit, ça n'a pas de valeur, par exemple. Et ensuite, quatrième point, l'influence de la culture et surtout en ce moment, à notre époque, des réseaux sociaux. Notre époque favorise encore plus, je trouve, rend ça encore plus exacerbé. C'est pour ça peut-être qu'on arrive à une époque où on a besoin de prendre encore plus soin, à développer une meilleure estime de soi. C'est que pour moi, la culture en ce moment, les réseaux sociaux, etc., favorisent exacerbe encore plus cette logique binaire du tout ou rien. Les réseaux sociaux mettent en avant des réussites éclatantes, donnant l'impression que tout est soit un succès flamboyant, soit un échec cuisant. Et cette exposition constante à des standards irréalistes renforce la peur de l'imperfection et pousse à l'inaction, lorsque l'excellence immédiate semble inaccessible. Il y a aussi toute cette notion de comparaison qui rentre en jeu. Et je pense que ça, on commence de plus en plus, je vais pas m'attarder sur ce sujet parce qu'on commence de plus en plus à s'en rendre compte. Et par exemple, moi je commence de plus en plus à changer un peu le ton, j'ai envie de dire, de mes partages, notamment sur Instagram. Même dans une recherche de réussite personnelle et sociale dans mes projets, j'ai quand même envie aussi de connecter avec des personnes en leur racontant, en leur partageant aussi mes petits faux pas, les doutes, etc. Et je pense que ça peut vraiment aider. Donc, je te donne un exemple comme ça, un créateur de contenu qui voit des vidéos parfaitement montées. Je peux prendre, en fait, je vais prendre mon exemple personnel. Pendant des mois, je voyais des personnes dont je m'inspirais, qui ont développé qui ont commencé avant moi en fait et qui ont déjà bien développé leur entreprise d'accompagnement, de coaching, etc. Et je voyais leurs vidéos sur Instagram, leurs posts et tout, et je me disais mais c'est magnifique, c'est parfait, c'est bien ficelé, c'est bien monté, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout le marketing qui est bien. Et donc je m'échinais à essayer de gratter des infos, des connaissances, des prises de conscience, et surtout je travaillais d'arrache-pied en fait pour bien ficeler mon truc. Et il y a pas longtemps, j'ai assisté à une table ronde en fait de ce genre d'entrepreneurs qui parlaient de différents sujets sur l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai réalisé que ces personnes, en l'occurrence une, dont j'admirais en fait les vidéos, les contenus gratuits sur Instagram, en fait, j'ai réalisé quand elle disait, cette personne, moi je mets une matinée pour préparer mes contenus pour le mois. Je me disais mais c'est pas possible, moi je fais 1 ou 2 semaines maximum en une journée.
Où est-ce que ça bloque pour moi? Pourquoi je prends autant de temps? Et en fait, j'ai compris qu'après, elle disait, oui, moi, je travaille une demi-journée pour préparer tout un mois de contenu avec mon équipe. Donc, il y a un monteur vidéo, il y a ci, ça, enfin, il y a plein de personnes autour, en fait, qui viennent faire le travail, peaufiner le travail. Donc, je me disais, ok, eh bien là, c'est normal que moi, toute seule, je n'arrive pas à faire tout ce travail qui, là, est fait par une équipe, allez, de 5 personnes, quoi. Voilà, donc du coup ce côté parfait qu'on peut voir auprès, pourquoi pas, de nos consoeurs et confrères, des personnes qui nous inspirent, et ou ça peut être aussi, voilà, tu vois et tu te compares en fait par rapport à des personnes qui créent des contenus qui sont complètement hors de ton domaine à toi, mais tout ça, ça peut t'amener à hésiter déjà à te lancer, à te montrer, à partager ce que tu as à partager. Donc, allez, osons, osons faire le premier pas, même si le niveau de qualité n'est pas atteint là aujourd'hui. Fais avec ce que tu as, fais ce que tu peux, je fais de mon mieux. C'est le plus important. Donc comment dépasser cette mentalité, pourquoi pas, de tout ou rien, ce serait pas mal. Je pense que ça peut t'aider. Et moi en tout cas, c'est ce que je m'attelle à travailler en ce moment. Donc la clé réside dans une approche, comme je disais, progressive et un changement de perspective totale. Ça veut dire changement aussi d'identité. À quoi est-ce que tu t'identifies? Est-ce que tu t'identifies toujours à ce « je ne suis pas assez, je ne suis pas parfait ou parfaite, je dois encore m'améliorer ». Tu vois, c'est tout ça, ce changement de perspective intérieure déjà, avant d'aller chercher un changement de résultat à l'extérieur. Donc tu peux, pourquoi pas, remplacer la mentalité du tout ou rien par celle de l'expérimentation et du progrès, et du jeu, j'ai envie de dire, le jeu de l'enfant qui teste, qui tente, j'ai un peu l'image là du valet de bâton, quoi. Ensuite, tu peux accepter que chaque action, même imparfaite, c'est une première brique essentielle à la construction de ton projet. C'est là, c'est posé. Si vraiment dans quelques mois tu te rends compte que il faut le modifier, que c'est pas la bonne brique en fait pour la base de ton projet, tu pourras toujours le modifier. Et ensuite, travailler sur la régulation du système nerveux, pour moi, c'est très, très, très important. Travailler sur la régulation du système nerveux et, comme je disais, changer de perspective, travailler sur comment est-ce que tu t'identifies, travailler sur tout ton mindset et tes croyances limitantes, donc tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça te permet, tout ça, de ne pas rentrer dans une réponse de stress automatique et inconsciente. Donc, pourquoi pas faire des pratiques somatiques, des respirations, des méditations, de l'introspection, et pourquoi pas venir encore une fois, comme je te disais, te procurer l'initiation à la méthode circulation corporelle. Ça peut être un outil qui pourrait t'intéresser. Donc ce schéma de penser tout ou rien, c'est profondément ancré dans notre fonctionnement mental et biologique. Bien évidemment, après, ça se manifeste de façon différente au cas par cas. Et il peut être déconstruit dès aujourd'hui, au fur et à mesure, en comprenant ses origines petit à petit et surtout en adoptant des stratégies adaptées, des actions, implémenter des nouvelles habitudes qui vont venir, comme je disais, laisser ressortir la vase comme ça. Tu la regardes, tu la vois, t'en prends conscience et puis tu passes à autre chose. C'est reprogrammer en fait ton mindset au fur et à mesure que tu te mets en action. Et donc le petit à petit aussi, ça te permet d'être en capacité de tenir ce stress parce que tu sors de ta zone de confort où tu l'élargis, on va dire, en changeant certaines habitudes, en adoptant des nouvelles stratégies. Et en même temps, il y a comme quelque chose qui tremble, qui remonte profondément de ton inconscient, au niveau de ton système nerveux aussi. Et donc, ça te permet de libérer et de nettoyer et de tenir un espace de sécurité et de foi par rapport à tes projets et tes actions, tout en regardant toutes ces ombres remonter à la surface. Donc plutôt que de plancher 10 heures d'affilée sur un projet et de s'épuiser et d'en oublier de manger et de dormir, pour ma part, dernièrement, je me suis vraiment attelée à avancer au moins 1 heure à 3 heures, pas plus, chaque jour sur mes contenus, sur toutes les guidances que j'ai à programmer, etc. Et le résultat, c'est une meilleure clarté d'esprit, moins de stress, une créativité plus fluide et beaucoup plus d'efficacité et de facilité dans mes actions et donc aussi dans ma capacité à accueillir les résultats que ça va créer. Donc ici, en fait, c'est vraiment un aspect aussi, si tu veux t'y intéresser, de l'effet cumulé. C'est petit pas par petit pas et avec répétition et progression que tu vas pouvoir aussi remoduler toute ta neurologie et intégrer donc de nouvelles habitudes pour bien les ancrer.
Donc, je t'invite pour intégrer cette habitude du un peu chaque jour, à observer comment fonctionne ton focus, ta concentration, ton énergie quand t'es focus. Par exemple, pour ma part, je travaille super bien le matin, d'autant plus que, je sais pas, depuis 1 an ou 2, je suis debout à 5-7 heures, des fois à 4 heures du matin, donc j'ai bien le temps de prendre soin de moi, et puis voilà, 8 heures, 9 heures, je me mets au travail. Et pourtant, je suis pas adepte, j'ai pas voulu pratiquer cette mode-là de la morning routine où tu te lèves à 3 heures du mat, tu fais ton yoga, tu prends tes vitamines et tes compléments alimentaires et puis tu vas, faire une petite promenade dehors et puis après tu fais ta petite skin care. Bref, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout mon genre, mais en ce moment, je me réveille très tôt. Et donc, à partir de ce que tu comprends de ton mode de concentration, à quels horaires, à quelle fréquence, combien de temps, en fait, d'affilée tu peux rester focus sur une tâche, à partir de ce moment-là, tu te fixes un temps court mais régulier pour vraiment être focus et après tu sais que tu te reposes. Même si c'est pas terminé, tu te reposes, tu passes à autre chose, tu prends plaisir en fait à vivre, tout simplement, à te sentir vivant, vivante. Donc rappelle-toi que l'important c'est pas de te pousser au-delà de cette zone de génie dans laquelle quand tu es focus et de ce feu créateur. Si tu dépasses la limite de concentration, si tu te dis non allez je pousse encore un petit peu, tu sais cet état de flow où tu es pleinement plongé dans la tâche que tu entreprends, surtout ne cherche pas à pousser plus loin. Et dans l'autre sens, c'est comme ça que fonctionne l'énergie de créativité, même si tu es en train de faire totalement autre chose, te reposer, te promener, faire la vaisselle, prendre ta douche, et que là tout d'un coup tu as un flot d'idées, et cette énergie tu sais qui s'éveille en toi, où tu te dis oh, là il faut que je mette ça en action, le remets pas à plus tard. Même si tu t'étais dit, oui, mais moi je suis beaucoup plus focus le matin, et puis là il est, 15 heures, et tout d'un coup tu as une idée, vas-y, mets-toi à plancher sur cette idée. Laisse ce flow s'exprimer. La créativité alignée, le flow créateur n'est pas contrôlable, il est indomptable, il demande juste à être maîtrisé, c'est complètement différent que contrôlé. Et donc conscientiser et il nécessite que tu sois au service de ces inspirations. Donc ne cherche pas à caler quoi que ce soit comme routine, comme horaire, même si je t'ai dit là au début, fixe-toi des horaires qui te conviennent où tu sais que tu es focus, et si un jour ta créativité elle s'exprime à un autre moment de la journée, suis ce flow, ne viens pas le contrecarrer. Donc pour ma part, reprendre cette habitude de un peu chaque jour me permet surtout de venir contrer et me permet en fait de déceler toutes les parts en moi qui sont cachées dans l'ombre, qui me poussent à en faire beaucoup, tous ces conditionnements qui me font croire qu'il faut que je travaille dur pour mériter en fait de recevoir ce que je veux dans ma vie, les résultats et les objectifs que je m'étais fixés. Donc je t'invite, comme je le fais en ce moment, à remplacer le je dois tout faire ou je dois faire par je construis une brique à la fois, une action par jour. Et surtout en envisageant de faire un peu chaque jour, ça peut te sortir de la procrastination dont je parlais tout à l'heure, le figement. Tu sais, cet état où tu t'y es pas encore mis ou mise, t'as fait aucune action et t'as un truc là chaque fois qui revient, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et tu sens qu'il y a une poussée en fait, c'est quelque chose que tu souhaites véritablement faire. Tout simplement, je vais te dire, c'est parce que ton inconscient, comme je disais tout à l'heure, ne sait peut-être pas les différentes étapes par lesquelles tu veux passer et donc il fige tout. C'est encore une fois ce côté tout ou rien et toi, il y a une partie de toi qui a anticipé, qui a capté en fait le projet fini. Et qu'est-ce qu'il peut offrir au monde, comment est-ce qu'il vit en fait dans le monde une fois que tu l'as donné l'essence, et tu t'en arrêtes là et tu voudrais te mettre en action en fait, mais sauf que tu as peut-être besoin de clarifier les différentes étapes, les petits objectifs dans les grands objectifs, les petits pas à faire chaque jour pour avancer un peu chaque jour vers cet objectif. Et c'est surtout que toutes les parts de ton inconscient vont se dire « Ah ok, c'est ça le collier de perles que tu es en train de construire, ça marche, alors j'y participe ». C'est vraiment toutes ces parties-là qui peuvent, auxquelles tu peux donner un rôle aussi, en fait, c'est qu'ils vont se dire « Ah, mais ok, on fait d'abord cette perle-là, après cette perle-là, et toi, t'as déjà capté tout le collier, mais au moins tout ton inconscient est au courant, en fait, du cheminement à faire. » Donc, en faisant un peu chaque jour, t'es pas obligé non plus d'avoir tout au clair pour démarrer. Hein. Je te dis là que tu as besoin de clarifier chaque étape, mais t'es pas obligé non plus d'avoir tout figé, tout fixé avant de te mettre en chemin. Et là, du coup, c'est pareil, en fait, toutes ces parties dans ton inconscient,
peuvent petit à petit te révéler en fait ce que tu es en train de construire sur le chemin au fur et à mesure. Donc faire un peu chaque jour, ça te permet en fait de laisser entrer, de laisser des espaces en fait pour laisser justement peut-être des nouvelles perles apparaître sur le collier que tu es en train de construire et que tu n'avais pas forcément prévu et qui viennent apporter encore plus de beauté et de rayonnement à ce que tu es en train de construire. Et surtout, moi j'y vois en fait ces perles-là, c'est peut-être la vie, les synchronicités, les opportunités, l'univers en fait qui vient contribuer à ton projet. Et donc là, t'es plus seul à devoir tout faire maintenant, mais tu co-crées avec l'univers, et je pense que c'est la meilleure énergie dans laquelle on est pour contribuer au monde et partager ce qu'on a de plus beau à partager. Donc j'aimerais apporter un point important à cette habitude de un peu chaque jour, parce que dans cette habitude, ça peut prendre différentes formes. Et moi, j'aime bien naviguer entre elles, en fait, selon les besoins de mes projets, selon mon énergie du moment. Donc il existe de nombreuses manières d'adopter l'approche du un peu chaque jour. Et à mon sens, l'important, c'est pas d'avoir une méthode figée, mais plutôt une boîte à outils, tu vois, comme une mallette, dans laquelle tu vas pouvoir puiser selon ton énergie et tes besoins du moment. D'autant plus que là, je vais un petit peu parler d'un sujet sur lequel je m'attarderai aussi dans d'autres podcasts, d'autant plus que étant neuroatypique et ayant un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ma façon de fonctionner est complètement différente de celle on appelle des neurotypiques ou des normaux pensants aussi, j'ai entendu parler de ce terme-là. Donc le TDAH influence souvent la gestion de l'attention, la motivation et la perception du temps qu'il te faut par rapport à l'aboutissement d'un projet. Et donc l'ennui aussi peut vite s'installer si une tâche devient trop répétitive ou si elle manque de stimulation, et donc souvent un TDAH il va pas pouvoir se focus pendant 3 heures sur une même tâche. Ça dépend des moments. En fait moi je navigue entre des moments où je m'ennuie très vite et des moments où je suis hyper focus pendant plusieurs heures sur une seule tâche, une monotâche. Et ça dépend des moments en fait, ça dépend de l'état de mon système nerveux aussi, et donc petit à petit, avec une meilleure connaissance de moi, je peux, comme je disais, aller piocher dans ma mallette à outils, ok aujourd'hui je vais fonctionner comme ça pour être au service de cet état de flow créateur. Donc voilà, il y a vraiment des moments d'hyper-focus et des moments où je m'ennuie, et c'est pourquoi je ne me limite pas à une seule façon d'appliquer la discipline de un peu chaque jour. Ça peut prendre différentes formes et tu peux l'adapter en fait à ton fonctionnement. Donc les 2 stratégies complémentaires, fractionner pour avancer sans surcharge cognitive. Donc parfois la meilleure approche pour ce jour-là consiste à répartir mes tâches en petits blocs de temps, en variant les activités surtout, pour maintenir mon attention. Ça peut générer une certaine fatigue parce que le cerveau, on dit, je crois qu'il met 5 minutes à passer d'une tâche à l'autre. Mais justement, dans ce côté hyperactif du TDAH, en fait, parfois, j'ai cette facilité-là à passer d'une tâche à l'autre, et comme si ce que j'avais fait juste avant, qui n'avait rien à voir avec la tâche d'après, ça vient nourrir, en fait, les projets entre eux, les activités entre elles se nourrissent, en fait. S'interconnectent. Et ensuite, la deuxième stratégie possible et complémentaire, c'est se laisser happer par le flow quand il est là, pendant des heures, t'immerger complètement dans cette énergie d'état de flow, de créativité. Et dans ces moments-là, essayer de m'imposer des sessions courtes, ce serait complètement contre-productif. Et au contraire, je me donne la permission de me consacrer pleinement à une seule tâche pendant plusieurs heures. Et je me suis rendu compte même que ces différents états, je peux les traverser dans l'espace d'une semaine. Et donc petit à petit, je me suis créée en fait, et je t'invite à faire de même par rapport à ton fonctionnement. Je sais par exemple que le lundi, je vais avoir beaucoup cette capacité à passer d'une tâche à l'autre et à anticiper quelques petites des petits trucs faciles en fait. Comme ça, je commence ma semaine avec des trucs faciles, pif paf pouf, je saute d'un truc à l'autre, d'un projet à l'autre. Ça me permet de visualiser aussi, d'avoir une vue d'ensemble sur tout le reste de la semaine. Et par exemple, plus ça avance et plus maintenant je me suis créée vraiment le vendredi, c'est la journée pour moi reliée à la planète Vénus, de l'amour. Et donc là, je vais vraiment travailler sur ma créativité pendant toute la journée, et des fois ça va
Ça va déborder un peu sur le samedi, donc c'est souvent ces moments-là où j'écris beaucoup, par exemple les articles de podcast, où je vais beaucoup faire d'illustrations. C'est ces vendredis-là en fait où j'ai pu faire énormément avancer la création de mon oracle et puis où je fais avancer la création des futurs qui vont bientôt sortir. Voilà, c'est vraiment, je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que je pouvais me créer comme ça un planning en fait avec des états différents. Mais bien évidemment, ça n'est pas figé, d'une semaine à l'autre, ça peut complètement changer. Ensuite, je vais te parler de la deuxième habitude qui est le journaling. Donc le journaling, c'est pas juste un journal intime, bonjour cher journal intime, non, c'est complètement différent, beaucoup plus profond que ça, et j'ai très envie d'ailleurs de te parler exclusivement de ce sujet-là pour le prochain podcast, parce que je sais que j'ai reçu pas mal de questions déjà à ce sujet. Voilà, là je vais vraiment brièvement te parler de ma pratique, de cette habitude du journaling que j'ai reprise cet hiver, mais j'en parlerai beaucoup plus dans le prochain épisode. Donc c'est un outil assez incroyable, puissant, qui te permet de clarifier tout ce qui se passe au niveau mental et au niveau de tes croyances, et de te reconnecter à toi, et pourquoi pas de te reconnecter au travers de ton intuition, à ton inconscient, etc. Et donc pourquoi le journaling est essentiel à mon sens ? En fait, ça permet d'extérioriser les pensées, d'éclaircir tes intentions et de structurer tes idées. Comme dit Socrate, écrire, c'est accoucher de ses pensées. Donc tu donnes déjà naissance à quelque chose en fait. Et ça peut vraiment accompagner ta part créative, créatrice pour tes projets de cœur. Bien sûr, moi j'en profite aussi pour me faire, évidemment, tu t'en douteras, un petit tirage de cartes assez régulièrement, noter les conseils, les messages, les pistes d'introspection que je peux canaliser au travers de mon tirage et pour apporter encore plus de conscience à mes journées et à ce que la vie me propose en fait de traverser, de transmuter chaque jour. Donc ton journal ou voire même tes journaux, parce que moi j'en ai plusieurs et ça je t'expliquerai mon fonctionnement, après t'es pas obligé de l'appliquer dans le prochain podcast. Et donc c'est un espace, ton journal, où tu peux déposer tes doutes sans jugement. A priori, sauf si un jour tes petits-enfants tombent sur tes anciens cahiers et décident de sortir un bouquin sur ta vie, normalement tu peux être sûr en écrivant dans ton journal que personne ne te relira, voire même pas toi, parce que moi je sais qu'il y a des périodes où j'écris et j'ai besoin d'y retourner, de relire ce que j'écris, et il y a plein de pages de mon journal que je relis jamais. Et c'est ok, c'est sorti, je l'ai déposé sur le papier et puis voilà, c'est sorti de moi et puis je sais pas, peut-être dans 10 ans je le relirai, mais il y a vraiment des parties où je relis pas en fait. Donc tu sais que tu peux écrire sans aucun jugement par rapport à ce que tu écris. Et enfin, le journaling favorise la connexion, comme je disais, avec ton intuition et ta guidance intérieure. J'ai remarqué que les périodes où je suis la plus productive et alignée sont celles où j'écris tous les matins. Enfin tous les matins, régulièrement en tout cas, j'ai pas envie encore une fois de figer, de te dire c'est tous les matins, sinon ça marche pas, c'est pas du tout ça. Et c'est pas forcément des textes parfaits, c'est juste un flux libre de pensée. Je laisse justement cette pensée en arborescence se créer, donc des fois j'ai comme des mises en page, en fait il y a des bulles comme ça qui se répondent les unes aux autres, ça passe du coq à l'âne, mais en fait ça a sa logique aussi, et donc ça m'aide aussi à identifier, d'écrire mes blocages, à rediriger mon énergie là où elle est la plus utile, à prioriser en fait mon attention, mon focus pour le reste de ma journée. Et puis bien sûr j'ai d'autres espaces de prise de notes qui m'aident aussi avec des petites règles que je me suis inventées, que je te partagerai un peu plus dans le prochain épisode comme je disais. Donc le journaling, c'est bien plus qu'un simple exercice d'écriture, c'est un outil puissant pour te reconnecter à ton intuition, à ta guidance intérieure, et je vais t'expliquer pourquoi. Petit 1, l'écriture comme canal de l'inconscient. Lorsqu'on écrit sans filtre, en laissant les pensées couler librement sur le papier, on accède à des parties beaucoup plus profondes de soi. Et donc, on peut comprendre, en fait, qu'est-ce qui navigue et qu'est-ce qui nous guide dans nos journées. Comme je disais, à 90% d'inconscient, là, tu peux un petit peu plus faire émerger, faire remonter des informations et comprendre pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu as tel comportement, telle réaction, etc. Donc tu donnes la parole en fait à tes impressions, tes ressentis, à des vérités beaucoup plus subtiles dont tu n'avais pas pris conscience et qui sont souvent refoulées, ignorées. Petit 2, le journaling aide à repérer les schémas récurrents. Tenir un journal de façon régulière, ça te permet de détecter un peu les répétitions dans tes pensées, les trucs qui reviennent, les émotions qui reviennent aussi. Et souvent notre intuition, elle nous envoie des signaux sous forme de ressentis, de synchronicité, mais on a tendance à les ignorer. Et là, de les écrire régulièrement,
Et ben en relisant ou même sans relire, en fait, tu te souviens que la semaine dernière, tu as écrit un truc un peu similaire, c'est quand même dingue ça. Et donc ça te permet d'aller visiter en fait les patterns qui s'invitent à toi et dans ta vie. Et enfin, petit 3, libérer le mental pour mieux entendre sa petite voix intérieure. C'est donner toute la place en fait à ce mental-là qui charbonne, qui accumule des pensées, des idées, qui peut même générer du stress, des ruminations, etc. Et ben, tu lui laisses toute sa place et ensuite, quand tu refermes ton journal, t'es beaucoup plus connecté à toi, à ton intuition, il y a plus de place. Et ça donnera lieu d'ailleurs à la 3e habitude dont je vais te parler. Ça te permet d'écrire, en fait, ça te permet de vider ce trop-plein mental et de laisser la place à la voix de ton âme pour le reste de ta journée. L'écriture intuitive peut devenir vraiment une pratique spirituelle. Comme je disais, moi, ça me permet de me reconnecter aussi à ma guidance. Bien évidemment, je m'aide aussi des cartes pour avoir des prompts, en fait, des idées, des questionnements spécifiques sur lesquels je vais pouvoir écrire ensuite. Donc c'est une vraie reconnexion à toi qui permet de dépasser le mental purement analytique, de repérer, donc comme je disais, des schémas récurrents, de libérer l'espace mental et pourquoi pas d'ouvrir un dialogue avec ton intuition, tes guides, ton âme, tu l'appelles comme tu veux. Donc c'est une pratique sur le long terme qui peut t'aider à mieux te comprendre, à mieux te connaître et à faire des choix plus alignés avec ton essence profonde. Le fait de ralentir aussi le rythme de l'écriture, ça te permet aussi de te repositionner dans l'ici et maintenant, de venir à la fois traiter des choses peut-être du passé qui remontent ou qui se répètent depuis longtemps et en même temps de pouvoir aussi objectiver ton futur à court, moyen, long terme. Donc, comment intégrer cette habitude de journaling? Et ça, c'est pareil, c'est comment garder cette habitude. J'en parlerai aussi beaucoup dans le podcast suivant. Moi, je t'invite à écrire, pas pendant 2 heures, mais à te dire, ok, je me donne 5-10 minutes chaque matin, pourquoi pas, sans filtre. Moi, je le fais beaucoup au réveil, en fait, parce qu'au réveil, je sais pas pourquoi, il y a tout d'un coup une montée d'énergie et de stress, des fois. Et donc, voilà, j'écris, j'aligne les mots comme ça sur le papier, et souvent, je me sens beaucoup plus sereine pour le reste de la journée. Mais c'est à toi de voir si tu préfères, je sais pas, le faire le soir ou pendant la pause de midi. Bref, c'est à toi de voir. Pour bien me tenir à cette habitude aussi, j'ai noté comme une fourchette entre le temps minimum, la fréquence minimum par semaine par exemple à laquelle je veux écrire, si jamais il y a des événements, des imprévus et si jamais je peux pas écrire tous les matins, et du coup la fourchette avec la fréquence idéale à laquelle j'aimerais écrire. Donc je te donne un exemple, moi je veux écrire, je crois que je me suis mis 20 minutes parce que avec le tirage de cartes et tout ça prend pas mal de temps, 20 minutes tous les matins. Et bien sûr que je m'y tiens pas toutes les semaines. Et donc, la fourchette, c'est de 20 minutes tous les matins à 1 heure, grosso modo 1 heure par semaine le week-end. Et comme ça me permet en fait de pas trop me fustiger si y a plusieurs matins, si ça fait plusieurs matins que j'ai pas écrit, c'est pas grave, je sais que cette habitude elle est quand même là et elle me fait du bien. Donc ça m'évite de me dire je m'étais dit qu'il fallait que je prenne cette habitude et que je la garde, ça te fait passer à j'ai envie, ça me fait du bien et je sais que là j'ai pas trop le temps parce que j'ai des imprévus, parce que je dois faire des trucs d'autres choses que écrire, mais je sais que là ce week-end je vais m'offrir au moins une petite demi-heure pour écrire et là tu te connectes toujours à ça me fait du bien. Et tu peux aussi t'aider il y a beaucoup de prompts sur internet, des ressources, de questionnements pour t'aiguiller sur ce que tu as envie d'écrire aujourd'hui, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui me freine, quelle est ma prochaine étape, il y a plein de trucs en fait. Et tu peux vraiment t'inspirer, pourquoi pas, sur internet. Et donc moi, comme je te disais, je m'aide beaucoup, je combine la pratique donc, du journaling à la pratique de la cartomancie. J'ai quelques oracles et tout qui sont très pointus en fait, qui me proposent des questionnements. Et donc ça me permet de laisser émerger les questions dans l'inconscient là que j'ai vraiment besoin de me poser pour naviguer ma journée après avec plus de conscience. Et tu peux aussi relire tes notes 1 fois par semaine. Alors moi, ça dépend desquelles. Il y a un journal que j'ai où c'est vraiment toutes mes notes comme ça que je déballe
pour me décharger, et il y en a d'autres en fait où je note, je fais comme un carnet de bord en fait de mes semaines, je note les personnes avec qui j'ai été en contact, les prises de décision, sur quoi est-ce que j'ai travaillé ou qu'est-ce que j'ai traversé comme ça de façon très factuelle chaque journée, et ça me permet en fait de réévaluer, de faire le bilan un peu de ma semaine, et pourquoi pas de réaligner ce que j'ai besoin de réaligner pour la semaine d'après, de prendre conscience des process que je traverse, comment est-ce que je fonctionne, voilà, ça me permet de faire un bilan et de conscientiser certaines choses que j'ai pas eu le temps peut-être de conscientiser dans la semaine. Donc tu peux aussi relire certaines notes, évidemment. Et donc par rapport à tout ça, le journaling, mais je t'en reparlerai à la fin, j'ai donc un programme dont je t'ai parlé tout à l'heure là, le programme 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot, justement propose beaucoup d'exercices de journaling, des questionnements comme des prompts, en fait des idées, des bases sur lesquelles tu vas pouvoir te questionner. Donc si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de ce podcast et je vais t'en parler avec beaucoup plus de détails. Ensuite, la troisième habitude, le rien, la vacuité. Donc cette habitude, surtout quand on débute un projet, une entreprise, une création, quand on débute dans une activité, on peut se dire c'est complètement contre-intuitif. Parce qu'on pense souvent qu'il faut faire, produire, être actif, construire, faire dans la matière, se mettre en action pour construire quelque chose, pour aboutir à un projet. Mais en réalité, le vide est un espace fertile pour la créativité et l'alignement. Et je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, un peu chaque jour. Ça te permet de laisser des espaces en fait qui vont être remplis par ce que tu désires le plus, par des outils, de l'aide, de la contribution de la part d'autres personnes ou de l'univers de façon générale. Donc pourquoi c'est crucial à mon sens, le rien et la vacuité? Ça permet au mental de se reposer, au corps aussi, d'intégrer les apprentissages. Le silence et l'inaction offrent un temps de récupération essentiel pour le cerveau et on a tendance à minimiser ce besoin-là. Ça stimule l'intuition et les idées nouvelles. C'est souvent dans le rien que ça apparaît, les bonnes idées. Et enfin, ça évite la surcharge, tu t'en douteras, et l'épuisement mental et du système nerveux. Donc le vide agit comme une soupape qui prévient le burn-out, qui prévient la fatigue et qui te permet de te reconnecter à la régénération. Petit astérisque, quand je parle du rien et de la vacuité, ça n'est pas forcément que tu dois rester pendant des heures pour te reposer et régénérer ton mental et ton système nerveux allongé sur le canapé. Le rien et la vacuité, c'est une posture et tu peux très bien l'appliquer même quand tu es en action, même quand tu es en train de faire quelque chose. J'ai longtemps, par exemple pour mon expérience, j'ai longtemps eu peur de ne rien faire, comme si ça signifiait une perte de temps par rapport à mes projets. Mais en acceptant des moments de vide, en me promenant sans but, en contemplant, en méditant, en laissant aller, j'ai remarqué que, bien évidemment, c'est justement là que mes meilleures idées émergent. Et même moi, qui le sais, parfois je l'oublie. Parce que dans notre société, ne rien faire, c'est souvent un crime. On valorise l'action, la productivité, l'efficacité à tout prix, tout doit être justifié, rentabilisé, optimisé. Mais cette course effrénée nous éloigne de l'essentiel, notre capacité à être pleinement vivant, vivante. Et c'est ça le but de notre présence ici. Et donc le vide, le rien sont des espaces fondamentaux pour notre équilibre. C'est là que notre système nerveux peut souffler, se réajuster, se réparer. Et pourquoi c'est si difficile d'accepter ces moments de vacuité ? D'une part, nous avons été conditionnés, par la société, etc., à croire que ne rien faire, c'est perdre du temps. On culpabilise dès qu'on s'arrête, comme si le repos était un luxe ou une faiblesse. Même quand on décide finalement de ne rien faire, on va se caler devant une bonne série ou bien devant les réseaux sociaux à scroller. Et ça, c'est pas du repos, c'est pas de la vacuité, c'est pas du vide. Et cette peur de l'inactivité, elle va bien au-delà du simple conditionnement sociétal, elle est parfois viscérale, ancrée dans notre système nerveux. Parce que le vide, c'est aussi l'espace où tout remonte, toute la vase là, toutes les informations en dessous de l'iceberg. Et lorsqu'on s'arrête, on est confronté à ce qui se passe en nous. On se reconnecte à soi. Les émotions refoulées, les tensions accumulées, les mémoires traumatiques. Et donc le système nerveux autonome joue ici un rôle clé. En mode sympathique, nous sommes dans l'action,
Donc ça, c'est un des états du système nerveux, si tu connais pas, du système nerveux autonome, c'est le mode sympathique. Donc on est tout le temps dans l'action, dans l'alerte, dans la survie, dans l'action, action, action. Même quand on est en état de repos, on a tout le temps des trucs, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et puis on sent vraiment cette énergie en fait de rebond, en fait, il faut que je me relève pour faire ça, c'est important. Et donc ralentir, justement, ça peut provoquer ce sentiment d'insécurité. Parce qu'on craint de basculer dans un état, à l'inverse, d'effondrement. En mode, tu sais, ces croyances de dès qu'on se repose, plus on se repose et plus on a envie de se reposer, plus on dort et plus on a envie de dormir. Oui, mais c'est que peut-être ton système nerveux, ça fait longtemps que tu es en mode action, 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 en mode survie, et que là, il a besoin de laisser décanter vraiment beaucoup de choses. Et donc cet état d'effondrement, c'est un peu... moi, pour m'en souvenir, c'est le parasympathique dorsal. Et donc, pour m'en souvenir, je visualise souvent comme une bête, comme une vache, comme ça, qui est sur le dos, les 4 pattes en l'air, quoi. Sur le dos, dorsal. Et cet état du système nerveux, c'est l'énergie qui s'effondre complètement. Donc ça peut être, on peut parler aussi jusqu'au niveau du burn-out, etc. Et on se coupe complètement de tout, et de nos sensations aussi. Et donc c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes ont un besoin compulsif de rester occupées. Et parfois aussi, ça explique dans l'autre sens pourquoi des fois, on est avachi sur son canapé pendant des heures, des jours, moi j'ai connu ça, et où on ne sent rien, on sent plus rien, on est complètement coupé de soi, on n'a plus aucun sens en fait, on trouve plus aucun sens dans ce qu'on faisait en fait jusqu'à présent. Et donc ça, c'est pas vraiment du repos non plus, c'est plutôt le parasympathique dorsal. On est allé trop loin, en fait, on a poussé les limites de notre système nerveux en mode survie, survie, survie. Et donc là, je me coupe, en fait. Je fais le mort, je fais la morte et je me coupe de toutes mes sensations. Pour éviter ces espaces d'inconfort, ces informations, en fait, qui sont logées dans notre corps. Et c'est de ça dont on a peur quand on a peur de se reposer, de s'arrêter, de faire une pause. Lorsqu'on permet à notre système nerveux de se régénérer en entrant dans un état, donc ça c'est le 3e état du parasympathique ventral. Pour t'en souvenir, le parasympathique ventral, ça veut dire que tu montres ton ventre, tu te sens en sécurité, tu t'ouvres en fait, tu montres qui tu es et tu ouvres ton cœur, ta poitrine, ton ventre et tu le montres. Et là, quand on est dans cet état, tout change. Cet état, c'est celui de la sécurité, de la connexion à soi et à l'extérieur, à l'environnement. C'est la vitalité douce, où tu as de la vitalité, mais en même temps, t'es pas surmené par plein d'émotions, etc. Quand tu rentres pour la première fois ou quand tu n'as pas l'habitude et que tu commences à avoir beaucoup plus cet état-là du système nerveux, tu peux te dire c'est bizarre, je ressens rien. Mais c'est pas le je ressens rien du dorsal, où tu es sur le dos, les 4 pattes en l'air, c'est plutôt, c'est pas intense, mais c'est doux et c'est ouvert, je suis dans l'ouverture. Donc là, c'est pas une question de méditation assise ou de mode de bien-être, comme dirait une consoeur, où il faut se mettre les fesses en lotus et méditer et dans le silence et ne rien faire et ne rien penser, parce que ça, la méditation, c'est pas ça, en fait, le but. Là, ici, quand je te parle de la vacuité du vide, ce qui est important, c'est de trouver ce qui permet à ton corps et à ton esprit de se poser tout en restant en lien avec le monde. Donc tu peux être toujours en activité, mais tu es connecté à ce qui se passe en toi et en lien, en dialogue avec l'extérieur. Donc pour certains et certaines, ce sera un moment d'immobilité, certes, et pour d'autres, ce sera du mouvement. Moi, je sais que je médite beaucoup en dansant, en bougeant, en marchant, en respirant, en faisant la vaisselle, en peignant, en chantant, en explorant un geste répétitif qui va aussi, tout ce qui est balancement, tremblement aussi, ça vient aussi aider le corps et le système nerveux à se libérer de certaines charges. Donc ce qui compte, c'est d'entrer dans cet espace en toi où on n'a plus besoin de forcer, où le donner et le recevoir deviennent une seule et même dynamique. Et c'est ça l'état du système nerveux autonome parasympathique ventral. On est ouverte à recevoir et à donner de façon équilibrée. Et la question se pose même plus en fait. Et quand tu es dans cette qualité de présence à toi et au monde, ce que tu crées, ce que tu partages, ce que tu offres au monde est profondément enraciné en toi, a du sens, c'est la voix de ton âme et c'est là que ton projet de cœur prend toute sa puissance parce qu'il est attractif aussi, il est magnétique. Donc comment intégrer cette habitude de la vacuité
qui est peut-être un petit peu plus vague que celle concrète dont je t'ai parlé avant, mais qui est plus une philosophie, une posture, on va dire. Donc tu peux instaurer au début des moments où tu ne fais rien pour le coup, pas de téléphone, pas de distraction, et juste tu es là dans une posture d'observateur et d'observatrice de ce qui se passe en toi, sans chercher à changer quoi que ce soit. Et encore une fois, la méthode circulation corporelle peut t'y aider grandement. Tu peux te créer des pauses contemplatives dans la nature, en silence, chez toi, etc. Et t'autoriser surtout à ne pas toujours chercher une solution immédiate, si tu as un problème, un état de stress qui remonte, etc. Tu restes avec ça. Tu trouves en fait ce socle à l'intérieur de toi, petit à petit, qui peut accueillir tout ce qui se passe, autant les hauts et les bas de la vie. Et c'est cet état-là, en fait, de rien, de vacuité, de je ne suis rien, je ne m'identifie à rien, je suis tout simplement, et je suis traversée par. Comme je te disais, j'ai envie de faire un petit point là-dessus par rapport à ces 3 habitudes. Ce sont des habitudes que j'ai prises et reprises en hiver. Ça m'est venu naturellement. Ça ne veut pas dire que ces habitudes, je les garderai au printemps et en été. Et donc, ça me permet de t'inviter en fait à te trouver des habitudes selon tes saisons aussi et à pas te figer un truc. Il faut garder ça toute l'année. Encore une fois, je ne suis pas adepte de la routine, de la discipline forcenée. Et donc, ces 3 habitudes, je pense que tu l'auras compris, ce sont vraiment des habitudes qui correspondent à cette saison de l'hiver. C'est une période qui apporte plus de douceur, plus introspective, où le corps et l'esprit ont besoin de ralentir, d'intégrer, de transmuter profondément. Et donc c'est quelque chose d'important pour moi. Mes routines évoluent au fil des saisons. L'hiver, c'est une saison yin, plus calme, plus tournée vers l'intérieur, avec des journées plus courtes aussi, qui invitent au repli, à l'introspection. C'est un moment propice pour ralentir, pour prendre soin de soi, cultiver des habitudes alignées avec cette énergie yin. Et donc reprendre ces habitudes en hiver m'a vraiment permis d'accompagner ce besoin naturel de recentrage, de bilan aussi, de réalignement. Et par contre, au printemps et en été, je sens souvent, peut-être que c'est pas le cas pour toi, mais souvent on est quand même beaucoup plus dynamique, plus yang, plus active, ouvert, tourné vers l'extérieur. Et c'est une période où je pense que j'ai envie souvent de réveiller beaucoup plus mon corps, de faire des trucs plus physiques aussi, de bouger davantage, d'être dans des habitudes plus stimulantes, d'être plus dans l'échange, le partage, la communication, etc. Donc ça te permet en fait d'avoir une approche plus fluide. Je pense que je me serais assez répétée là-dessus, de ne pas figer tes routines. Ça, c'est vraiment un des messages que je veux transmettre dans ce podcast. Et donc ça te permet aussi d'adopter, pourquoi pas, si ça t'intéresse, toute cette approche en fait qui revient beaucoup du slow life, de la vie. J'essaie de traduire pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglicisme, de la vie un peu plus lente et avec plus ce qui est essentiel et moins de superflu. Pour conclure sur ces 3 habitudes, tu l'auras compris, il ne s'agit pas de fuir un modèle rigide, mais bien de s'appuyer sur des pratiques adaptées à ton rythme et à tes besoins, que ce soit en avançant un peu chaque jour, en cultivant une présence consciente à travers le journaling ou en adaptant tes habitudes au cycle naturel. Tout repose sur une progression douce et alignée et que tu peux aligner au fur et à mesure à toi, au fur et à mesure que tu avances vers une meilleure connaissance de toi. C'est exactement cet esprit que tu retrouveras dans le programme 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. En fait, chaque jour, tu exploreras une thématique précise puisqu'on suit dans la structure un arcane majeur du tarot par jour. T'es pas obligé de connaître le tarot, là tu te laisses vraiment guider, c'est moi qui te propose ces thématiques-là. Et donc tu as chaque jour des questions introspectives par rapport à cette thématique, des méditations, des pratiques pour réguler ton système nerveux que je te partage et des actions concrètes par rapport à ton projet de cœur et pour te créer aussi tes propres espaces de régénération, d'élan et de reconnexion à ton intuition, à la voix de ton âme et à ta créativité. Donc mon programme 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot est exactement ce qu'il te faut. Si ce podcast a résonné pour toi, si tu as envie d'intégrer de bonnes habitudes, bonnes dans le sens ça te fait du bien et ça te booste et ça te reconnecte à ta vitalité, à ton intuition, à ce qui fait du sens pour toi. C'est 21 jours d'exploration pour clarifier ta vision, lever tes blocages et retrouver un élan puissant. Et bien évidemment, tout ça c'est basé sur l'effet cumulé. Et ça peut vraiment transformer ta vie sans même que tu t'en rendes compte au départ.
Imagine, au lieu de chercher une révolution instantanée, ce côté tout ou rien, tu avances pas à pas en posant chaque jour une petite brique et surtout elle reste là. Elle commence à s'intégrer en toi parce que l'effet cumulé, il y a cette notion aussi de répétition. L'inconscient, il a besoin de quelque chose de tangible, une brique, quelque chose de concret et de répétition pour ancrer une nouvelle habitude. Et on dit souvent d'ailleurs qu'une nouvelle habitude met 21 jours au niveau neuronal pour vraiment s'intégrer. Donc au bout de ces 21 jours, tu pourrais te retourner et réaliser à quel point ton regard sur ton projet et sur toi-même a évolué. Dans ce programme, quand je parle d'introspection avec les questions introspectives et des actions que je te propose qui vont t'inspirer à intégrer de nouvelles habitudes qui te font du bien, pour moi c'est important, ça te permet en fait de ne pas suivre ce programme que de façon passive, mais vraiment d'intégrer dans le quotidien, dans la matière des changements. Ça peut être un véritable éclairage avec des déclics plutôt qu'une longue hésitation, des questionnements, des prises de conscience. Ah oui, mais je devrais faire ci, ça. Là, en fait, je t'invite chaque jour à l'implémenter tout de suite dans la matière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces actions, en plus de t'aider à avancer, vont aussi t'inspirer. Tu vas découvrir des pistes inattendues, des façons de faire qui te correspondent, des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et petit à petit, ça va te permettre de créer tes propres habitudes alignées sur ce qui fonctionne pour toi et pour ton projet de cœur. Donc c'est pas un simple programme, c'est un véritable tremplin pour apprendre à transformer tes idées en réalité tangible. Et tu n'as pas besoin d'une discipline de fer ni de tout chambouler d'un coup. Ce programme, je l'ai conçu pour que tu puisses avancer à ton rythme, transformer pas à pas certaines habitudes dont tu veux te délaisser, qui ne sont plus au service de ton projet et de la vie que tu veux te créer, avec des étapes progressives et engageantes. L'objectif, c'est de te donner une structure tout en te laissant de la place à ta propre façon de faire. Alors si tu es prêt ou prête à retrouver de la clarté, t'aligner avec ce qui te fait vibrer, poser les premières pierres et les premières briques de ta pyramide, de ton socle sur lequel tu vas appuyer ton projet de cœur, rejoins le programme 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. Il est disponible dans ma page boutique, tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi, eh bien vas-y, lance-toi et puis pourquoi pas aussi viens échanger avec moi si tu souhaites avoir plus de renseignements et si tu souhaites aussi peut-être un autre outil ou un accompagnement plus individuel en coaching holistique. Sache aussi que dans ce programme, dans toutes les vidéos du programme, chaque jour tu trouveras au fur et à mesure un code promo justement pour un mois complet avec moi de coaching holistique, donc c'est-à-dire 4 séances en coaching individuel. Avec tout ceci, j'espère que ce podcast a résonné pour toi. Je serais curieuse de savoir si tu as déjà en ta connaissance et implémenté des nouvelles habitudes en cet hiver. N'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à me dire aussi si ces habitudes dont j'ai parlé font partie aussi de ton quotidien en ce moment et en quoi ça a résonné, qu'est-ce que ça a pu t'apporter comme clé ce podcast. Je serais ravie de discuter avec toi en commentaire. Et puis, je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée et on se retrouve très très vite, très prochainement sur les arborescences de Pan pour un nouvel épisode de podcast ou des guidances. C'est à toi de voir. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.